Parallèlement à cette période des mousquetaires, en même temps, et qui ajoute aussi à ce côté famille et inséparable, il y a la période Levallois, les grandes années Levallois, avec des parcours mythiques en Champions League et des duels mémorables contre la fameuse Villette Charleroi, donc le club de Jean-Michel Seb, le club belge. Donc voilà, raconte-nous un petit peu aussi ces épopées. En fait, moi je jouais à Cestas depuis 89. Ça faisait 4 ans que je jouais à Cestas et j'avais donné mon accord pour jouer 2 ans de plus. Donc voilà, je fais ma 5e année. Et à la fin de la 5e année, on est champion d'Europe avec l'équipe de France à Birmingham, donc en 94, et il me reste 1 an de contrat. À l'époque, il n'y avait pas de contrat, on se tapait dans la main, contrat moral. D'accord. Voilà. Et donc, je m'entraîne à l'INSEP un matin. Je me rappelle très bien, hein, c'est le jour de la mort d'Ayrton Senna. J'étais fan d'Ayrton Senna, 1er mai 94. Jacques Secrétin qui arrive, Jacques Secrétin, moi, voilà, hein, l'idole. Voilà. Il arrive même si je le connaissais, je le côtoyais puisqu'on jouait le Valois avec Cestas, mais voilà. Il arrive à INSEP, il me dit, est-ce que je peux te parler? Je dis, ouais, bien sûr. Il me dit, le Valois va te recruter pour l'année prochaine. Le maire a vu que, on a été champion d'Europe avec l'équipe de France, il veut avoir l'équipe de France. Voilà, il y avait déjà Philou et Patrick, il veut. C'était déjà Balkany à l'époque? C'était Patrick Balkany. Et donc, moi j'arrive à l'entraînement déjà, tout viré et tout. Et je me dis en même temps, je suis vachement emmerdé. Enfin, j'ai donné mon accord moral à Cestas. C'est eux qui m'ont mis le pied à l'étrier. J'étais classé 20, ils m'ont fait jouer en Pro A. Enfin, je veux dire, entre guillemets, j'ai pas le droit, quoi. Enfin, voilà, j'ai pas le droit. Et en même temps, je me dis, mais attends, j'ai pas le droit. C'est le Valois, quoi. C'est le Valois, c'est jouer aux côtés de. Enfin, il y avait Patrick, mais c'est jouer aux côtés de Philou, qui est champion du monde en titre. Je veux dire, c'est impossible à refuser. Et avec, à l'époque, plus d'argent aussi. Mais franchement, c'est. Alors, quand tu as le joueur de foot qui dit je vais jouer en Chine pour le challenge sportif, tu peux en douter. Là, franchement, c'était pour le challenge sportif. Il n'y avait pas une grosse différence à l'époque. Et donc, à l'époque, la différence c'était 4 000 €. Donc, tu vois, c'était pas 4 500 €. Donc, ça faisait pas sur l'année. Donc, ça faisait pas une grosse différence. Voilà. Donc, là, c'est vraiment le challenge sportif. Et en fait, j'appelle Cestas. À l'époque, Manu Penaroya qui est le président, et je lui dis voilà, je suis embêté. Et donc, avec mon père, on décide d'aller les voir à Cestas pour faire une réunion. Et donc, il restait des matchs, et donc il me restait de l'argent à percevoir du club. Et donc, ils me disent ok, voilà, c'est dommage, mais ce qu'on te propose, c'est de couper la poire en deux. C'est-à-dire, on donne une part, on fait moitié-moitié, il y a une partie qu'on garde, une partie, voilà, je trouve ça complètement fair play, sauf que la poire n'était pas coupée complètement à la moitié, mais en même temps je trouvais ça complètement normal. Je veux dire, c'était moi qui avais entre guillemets fait le salaud sur le coup, quoi. Et mais franchement, déjà j'ai pas regretté, eux a priori n'ont pas regretté, peut-être au début, mais franchement j'ai gardé de super relations avec Manu Penaroya, avec le club de Cestas, et je pense qu'ils ont compris que c'était pour essayer de m'élever un peu plus dans la hiérarchie mondiale, quoi. D'accord. Et donc raconte-nous un petit peu tous ces matchs, parce que moi de ma mémoire j'avais l'impression que vous jouiez Charleroi 8 fois par an. Alors, c'est toujours les mêmes matchs. Ce qu'il faut savoir par rapport à maintenant, et c'est ce qui ça marchait comment la Champions League déjà? Il y avait le championnat. Et le championnat, nous, il y avait Philou numéro 1, Patrick numéro 2 et moi numéro 4. Et donc, t'imagines bien que le championnat, il était inintéressant au possible. Donc en finale, on savait qu'on jouait souvent Nevers. Parce qu'il y avait des finales à l'époque. À l'époque, il y avait une finale avec un match d'appui. Mais donc le match le plus intéressant, c'était contre Nevers, où moi, qui étais le moins bien classé du club, j'étais mieux classé que le numéro 1 adverse. À Nevers, il y avait qui à l'époque? Il y avait Didier Maumussin, Gou Yongfeng et David Bilous. Ah oui. Et donc, la finale, si moi je perdais, on gagnait 5-1, et si je perdais pas, on gagnait 5-0. Donc tout le championnat, tout le championnat inintéressant au possible.
à tel point que les équipes venaient à Levallois et ne faisaient pas jouer leur numéro 1, c'est-à-dire qu'ils savaient qu'ils venaient, voilà, ce qui était sympa, c'était de bouffer après le match, quoi. Et en fait, donc, toute l'année, entre guillemets, libre par rapport au championnat, finalement, en plus, comme c'était sur Paris, bien plus facile, et la Coupe d'Europe, la Champions League, elle était intéressante à partir des demi. Et donc, finale contre Charleroi, et à l'époque, la première année, nous, on a Johnny Wong à l'époque, qui est numéro 15 mondial. Et en fait, moi, je suis 63 mondial. Et 60 ou 63. Et le club me fait jouer sur Charleroi en match aller. Et donc, je me souviens très bien. Donc, Palais des Sports, Martial Cerdan. Alors, d'habitude, on joue à Gabriel Péry. Martial Cerdan, c'est 3700 places. Et on joue, on s'échauffe, on est là 1h30 avant. On voit qu'il y a du monde qui rentre dans la salle, Bon, super, tant mieux, génial, machin. Et puis, je sais pas, une demi-heure avant le match, on va dans les vestiaires, on colle notre raquette, machin. Et là, on ressort. Mais 10 minutes avant pour la présentation, on ressort et là la salle mais pleine à craquer. Vas-y, continue. Mais pleine à craquer avec des gens assis dans les escaliers contre les barrières en verre. Enfin, et là on se dit mais ça va être un match de dingo. Encore une fois, la rivalité franco-belge, Filou contre Jean-Mi. Voilà, moi je suis là et en fait, Filou. Je crois perd contre Jean-Mi, à l'époque ils étaient 1 et 3 mondiaux. Juste pour qu'on remette un petit peu dans le temps, on est en 95. Ouais, on est en mars ou avril 95 je pense. Ouais. Mars 95, parce que la finale on a joué le 1er avril, ou le 31 mars. Et donc en fait Patrick perd Primo. Moi je crois que je me rappelle, je vais parler de mes matchs. Je bats Primorac. Et je me retrouve, qui à l'époque était 6 mondial. Voilà. Et dernier match à 3 partout sur Thierry Cabrera. Et j'ai revu les derniers points tout à l'heure d'ailleurs. Ouais. Et en fait, 20-19 à la belle, 19 partout à la belle, 20-19 à la belle pour moi. J'ai revu à la vidéo, Philou il me fait signe, joue au ventre, mais je le vois pas. Et en fait, je remets pas très bien, il joue dans mon revers et je lui mets une claquette et voilà. Et il y a Jacques Secrétin qui me saute dans les bras et tout. Et ouais, c'était un moment de dingo. Mais alors, en fait, en gros, vous êtes joué combien de fois à peu près à ces périodes-là? Pas tant que ça, en fait. Le truc, c'est qu'on jouait beaucoup au championnat d'Europe ou au championnat du monde. On les a joués après à Manchester. On jouait en Ligue européenne, on les jouait souvent. Moi, je me rappelle. Mais en Ligue européenne, c'était vraiment. Vous saviez que vous allez les jouer en finale ou c'était quand même fort à côté? C'était fort à côté. Il y avait la Suède, il y avait l'Allemagne, mais on se retrouvait à jouer soit en demi sur eux, soit ça nous est arrivé de jouer en finale. Mais à un moment dans l'année, on les jouait quoi. Voilà. Ah, c'était pas forcément la finale. Non. D'accord. Pour moi, je faisais la finale. Non. Et il y a aussi ces matchs. En fait, le truc c'est que on les a joués 6 fois en 2 ans. C'est qu'il y a eu match aller à Levallois, match retour à Charleroi, match d'appui à Charleroi en 95. Où on gagne 4-0, et l'année d'après, match aller à Levallois où on gagne, match retour à Charleroi où on perd, et match d'appui à Charleroi où on perd. Et là, pardon, je vais éternuer. Et là, en fait, il y a en 96, donc, match d'appui à Charleroi, et en fait, on revient de l'Open du Qatar, où Jean-Mi avait gagné, et il retrouve sa place de numéro 1 mondial. Et là, à la présentation des équipes, les 4000 personnes, les Carolos, là, comme ils les appelaient, là, ils chantent Jean-Mi number one, Jean-Mi number one, comme ça pendant 2 minutes. Et franchement, j'avais des frissons, on se regardait comme ça, on disait mais c'est dingue. C'était le Spirou-Dôme, hein, ouais, non, c'était pas à l'époque le Spirou-Dôme, c'était une vieille salle, mais c'est une ambiance, mais franchement, c'était. Justement, c'est parce que justement, ce matin, je vous ai refait un petit teaser par rapport à l'interview de ce soir en incluant une vidéo best-of de Christophe pendant les années 90, et justement je l'ai moi-même regardé, et ce qui m'a vraiment choqué, et c'est le public qui avait à l'époque pour ces matchs-là, et j'ai l'impression que c'est un temps révolu. Et surtout à Levallois, moi j'ai joué à Levallois, bon c'était incomparable, c'était un obscur match de championnat de Pro A, mais Levallois, moi à mon époque quand je jouais en Pro A, c'était connu pour avoir aucun public, des salles vides, et j'ai l'impression que maintenant, comme il y a moins en moins de monde dans les salles en général, sauf quelques exceptions, mais jamais de cet ordre-là, quoi. Et comment tu l'expliques, pourquoi il y avait autant de monde? Bon, tu l'as un peu expliqué avec la rivalité. Peut-être aussi c'était temporel, dans le sens où dans les années 90, au niveau français,
le sport français était moins performant que maintenant, et peut-être que le tennis de table était plus mis en avant dans les médias. Oui, mais c'était pas qu'en France. C'est vrai que tu disais à Levallois, il y avait il y avait pas beaucoup de monde, mais les gens choisissaient leur match à Levallois, c'est-à-dire Levallois-Nevers, il y avait du monde, Levallois-Hennebon, il y avait du monde, quelques matchs de Coupe d'Europe. Après, je pense, enfin, quand on revoit les images de Manchester, enfin, c'était plein à craquer. À Tianjin, c'était plein à craquer. Alors c'est en Chine, mais non, mais il y a déjà, moi je trouve, le choix des endroits où on joue, c'est-à-dire aller jouer les championnats d'Europe à Ostrava, ça n'a pas de sens pour moi. On sait qu'il y a du monde en Chine, en Allemagne, en Belgique, en France. Il faut limite essayer de tourner entre ces 4 pays et de temps en temps un 5e, mais aller jouer en République tchèque, en Pologne, on a joué à Gdansk, mais c'était un drame. Voilà, donc ça c'est pour moi un des problèmes. Derrière, enfin, c'est vrai, on regarde la salle des championnats du monde de Manchester, c'était un hangar, mais c'était rempli. Et en fait, je pense que c'est un problème, enfin, ça fait peut-être vieux con, mais sociétal un peu. C'est-à-dire que tout le monde a envie d'avoir du temps sur son téléphone, a envie d'être peinard, on peut le regarder à la télé maintenant, le match ou sur les vidéos. Et c'est vrai que les gens ont moins envie de se déplacer, ont moins envie de faire l'effort, et voilà, et c'est culturel. Mais je trouve ça c'est dommage parce que ça fait vraiment des moments d'anthologie et c'est beau de voir autant de monde pour du ping. Donc juste je fais un petit aparté, alors je me rapproche j'ai un message que j'enlève. Donc on est 120, vous êtes 120 à nous regarder, c'est super. Je le rappelle, pensez à partager le Facebook Live, pensez à partager cette vidéo si vous voulez être éligible pour gagner un t-shirt dédicacé de Christophe. Donc là ça fait déjà un moment qu'on parle, mais j'ai encore plein de choses sur lesquelles je veux discuter. Donc continuez avec nous la soirée, continuez à partager cette vidéo. En tout cas, ça a l'air de vous plaire. Donc on continue tout de suite. Donc avec les moments. Là, on est rendu donc au milieu des années 90 et on aborde donc les faits marquants de la carrière de Christophe. Et donc on a évoqué le titre de champion d'Europe à Birmingham. On a évoqué Manchester 97. Et je voulais aussi aborder, qui dit 97 dit ta victoire à l'Open de France à Lyon. Est-ce que c'est ton unique victoire en Open? Ouais, j'ai perdu 3 finales. 3 finales. Donc vas-y, raconte-nous un petit peu cette victoire, comment ça s'est déroulé. En fait, alors le premier, c'est donc le premier trimestre 97, puisque je crois que les Internationaux de France, la finale c'est le 7 décembre, je crois, de mémoire. Et en fait, dans le premier trimestre, je perds que 3 matchs. Une fois contre Primorac à la Coupe du Monde, où je fais demi. Et je perds aussi Liu Golian, je crois, au Pro Tour de Chine, une fois en quart de finale. Et je repère une fois Primo, je crois. Et en fait, j'avais l'impression de me rapprocher de la 10e place mondiale en termes de niveau de jeu. Et mon objectif, je te l'ai dit tout à l'heure, c'était vraiment d'être numéro 1. Plus que d'être champion du monde ou champion olympique, pour moi, c'était la régularité qui était plus importante à mes yeux que de gagner une compète. Ce qui est peut-être une erreur, mais en tout cas, voilà. Et en fait, les Internationaux de France, alors je vais essayer de refaire le parcours, mais tout s'est bien enchaîné, c'est-à-dire que déjà on commence par le double avec Patrick. D'accord. Et franchement, alors j'en ai bouffé des doubles à mon partenaire, mais alors des comme ça, je crois que ça m'est pas arrivé souvent. J'ai pas mis une balle du match, et donc à la fin du match, je m'excuse, je dis à Pat. En plus, on était fort à l'époque, et je dis à Pat, franchement, je suis désolé, j'en ai pas mis une, désolé. Et derrière, en plus, je gagne la compétence ensemble, donc. Moi, j'ai remarqué que je sais pas si tu as le même constat, mais j'ai remarqué que c'est très difficile de faire une compète en étant performant dans les deux disciplines. Moi, souvent, quand je me vautrais en simple, j'étais très bon en double et on faisait souvent des bons résultats, et inversement. Je pense qu'il y a les deux. Il y a des fois, en fait, parfois, quand tu perds en simple, tu te dis il me reste que le double, donc tu t'arraches 10 fois plus. Et inversement, quand tu perds en double, il te reste que le simple. Et d'un autre côté, quand tu joues bien aussi et que tu la sens bien, en simple et en double, ça le fait bien aussi des fois de temps en temps, quoi. Donc moi j'ai souvenir d'avoir gagné des Pro Tours en double avec Patrick ou Damien et d'avoir fait demi en simple. Alors ça m'est arrivé des dizaines de fois, mais ça m'est arrivé je crois 3 ou 4 fois. Et les titres de champion de France, quand j'ai gagné en simple, 2 fois j'ai gagné en double aussi. D'accord. Donc voilà. C'est pas trop. Je mets à mal ton argumentaire. D'accord, okay, c'est constant que moi. Et donc on revient donc sur ton parcours à l'Open de France. Ouais. Alors premier tour, c'est pas grave, tu peux appeler le non, mais en fait, je joue. Non, premier tour, je joue contre Qiang Qiangli, qui est un chinois autrichien qui est aujourd'hui coach de l'équipe d'Autriche. Porte-plume, un très bon serveur, mais que j'aimais bien jouer. En fait,
j'ai jamais été un très bon miseur, mais lui, j'arrivais bien à lire son service et en fait, je gagne, il me semble 3-1, assez facile, voilà. Et derrière, je rejoins Porte-Plume Soft et c'était soit Easy One, soit Yang Min. Et en fait, moi, Yang Min, j'aimais bien le jouer, je jouais souvent contre lui en championnat. Et Easy One, je l'avais jamais joué et je voyais qu'en étant gaucher, ça allait pas être ma tasse de thé. Et Yang Min, je crois, gagne 21-19 à la belle. Je me dis, bah, tiens, c'est ma chance, voilà, je joue Yang Min, je gagne. Derrière, en quart finale, je joue Shreshowski, le polonais mot contre triple, coach, qui était coach après de l'équipe de Pologne, avec un super service rentrant, mais qui avait battu Mawenge. Alors Mawenge, je l'avais déjà joué, ça me dérangeait pas de le jouer, mais Shreshowski, il était bien moins fort. À l'époque, il devait être 45 ou 50 mondial, donc plutôt content de le jouer. Je fais un match sérieux, je me rappelle, je gagne. Et en demi, je joue Wang Liqing. Et Wang Liqing qui vient qui n'était pas encore le Wang Liqing. Exactement. Mais on sentait qu'il en avait sous la pédale, le pépère. Et en fait, j'en discute avec Krianga qui venait de le perdre. Et Krianga, je me rappelle très bien de ce qu'il me dit, c'était il y a 20 ans, mais je me rappelle comme si c'était hier. Il me dit, écoute, il y a un truc qui est hyper important, c'est que quand tu as chopé un côté, faut pas que tu changes. Faut que si tu joues dans son revers la première, faut que tu continues tout le temps dans son revers. En fait, dès que tu vas changer, il est tellement fort, voilà, que tu vas prendre une balle croisée, et que tu vas l'initiative du point, tu vas le perdre comme ça, et voilà. Et donc, j'essaye d'y penser, voilà. Bon, je m'en sors bien. J'ai revu encore les images il y a pas longtemps. Je suis mené, je m'en sors bien. Il y a une balle un peu litigieuse. Ouais, on va en parler parce que j'ai vu pareil cette vidéo pour la première fois il y a 2 jours. Et j'en ai discuté sur Facebook il y a quelques jours avec Christophe parce que ça m'a fait vraiment marrer. Et donc je vous invite, c'est donc sur ActuPing, Dragan l'a posté. C'est donc la vidéo de la fin du match de Christophe sur Wang Liqing. Et il se passe un truc que moi personnellement je n'ai jamais vu. Et tu me diras si je pense que c'est jamais vu. C'est qu'en fait donc vous êtes à 19 partout, 2-7-1 pour Wang Liqing, 19 partout. Crois. Et l'échange se lance et à un moment donné il se lance pas vraiment puisqu'il sert, je flippe et c'est là que non, je crois qu'il y a c'est un peu plus loin. D'accord, ok. Et bref, il y a 2 ou 3 coups de raquette et là Wang Liqing touche la balle mais très proche de son corps et là Chris lève la main, arrête de jouer totalement et indique que le chinois aurait touché la balle avec son t-shirt, avec son corps, ce qui est bien entendu interdit. Donc, bon, de toute façon, qu'il l'aurait touché ou pas, Wang Liqing fait comme si de rien, comme s'il ne comprenait pas. Derrière, Patrick Birochot, donc le coach de Christophe, appuie forcément Christophe, et voilà, etc. S'ensuit une discussion avec les arbitres et là, tu fais challenge. Tu fais challenge et tu demandes la vidéo. En fait, le truc c'est que je suis un instigateur du challenge. En fait, le truc c'est que au moment où moi franchement je le vois pivoter en retard, je suis sûr qu'elle a touché le t-shirt, j'ai l'impression qu'elle reste un peu dans son t-shirt, hein. Elle a un temps de retard la balle, donc je me dis c'est sûr qu'elle a touché le t-shirt. Et en fait, donc je lève la main, voilà, bon, et en fait, je vois au moment où on commence à discuter, je vois un grand écran. Et donc, je me dis, on n'a qu'à demander à qu'il repasse le point. Enfin, on n'a qu'à demander la vidéo. Ce qui est fou, c'est que les arbitres aient accepté. Ouais, alors il repasse la vidéo. Et le problème, c'est qu'à la vidéo, on voit absolument pas qu'elle touche son t-shirt. Et donc, je me retrouve un peu comme un con. Et à la fin du set, finalement, je gagne le set. Mais à la fin du set, Bibi, qui était mon coach, il me dit, mais j'ai eu peur qu'ils te mettent un point de pénalité. En fait, finalement. Bibi te donne une petite claque. Ouais, c'est pour ça que Bibi me met une claque. Steve, mais t'es bête ou quoi? Et bon, finalement, on remet le point. Ouais. On remet le point et je gagne 21-19. Et en fait, donc, vous remettez le point. À 20-19, il loupe un caviar inloupable. Et derrière, Belle, tu l'exploses. Ouais, 21-10, je crois. Ouais, il n'y avait pas de match. Et donc ça m'a fait marrer parce que j'ai jamais vu ça et je trouve ça fou que les arbitres qui sont parfois un peu obtus aient accepté qu'on regarde le grand écran pour déterminer. Ouais. Alors, pour être complet, sur ce coup, je me suis peut-être trompé. Par contre, il y a une fois où je l'ai joué aux Internationaux de Suède, j'ai perdu 21-19 à la Belle. Il m'a demandé une balle, mais elle n'avait même pas touché le pied de la table et il me l'a demandé et les arbitres lui ont donné le point. Donc, même si je me suis trompé sur ce coup-là, pour l'ensemble de son œuvre, Wang Liqing, c'est pas grave. D'accord. On a un commentaire là, donc là je les vois d'ici, d'un certain Jérôme Bargelli, celui Jérôme de Nice. Salut Jérôme. Qui parle d'un match que tu aurais joué contre Jürgen Persson au tournoi de la Seine et que tu t'es classé 20.
Ouais. Et donc, a priori, c'était un match incroyable. Ah Donc, bah oui, raconte-le-nous. J'ai failli t'en parler tout à l'heure parce que en fait j'étais à Cestas, je m'entraînais à Talence et c'était à la fin de ma deuxième année. Et en fait il y avait un tournoi à La Seyne-sur-Mer, c'était des copains de la famille Maubessin qui organisaient. Et en fait Philou venait tous les ans et c'était l'événement sur la côte d'Azur, c'est à côté de Toulon, La Seyne-sur-Mer, mais c'était vraiment l'événement. Et cette année-là, ils font venir Jürgen Persson qui est vice-champion du monde. C'est en 91, donc il arrive, il est avec sa femme, c'est les vacances pour lui. Il y a un tournoi comme ça, comme nous aujourd'hui, si on va faire un tournoi un peu exhibe, on sait qu'en quart on va jouer contre lui, en demi machin, presque c'est arrangé, voilà. Et sauf que je joue contre lui en je sais pas, huitième de finale, enfin j'en sais rien. Et en fait, au début, lui, il joue tranquillou, quoi. Il joue connaissait Mais pas du tout, j'avais 16 ans. Et, voilà. On est en quelle année, là? On est en 89. Ah d'accord, oui. Ouais. Oui. Non, j'ai 16 ans, il vient d'être vice-champion du monde, machin, et moi j'arrive. Et donc, moi, je m'en fous, je joue à fond, quoi. Donc, je sers, en plus, je serre un peu dans tous les sens, voilà. Et je joue, franchement, mais c'est pas la folie. Donc, je gagne le premier set, je joue dingue. Et je me dis, forcément, il va serrer au deuxième. Et là, au deuxième, mais je me rappelle d'un point notamment où je l'enchaîne, coup droit, revers, machin. Et je mène 16-11 au deuxième. 1-0, 16-11. Il est vice-champion du monde, je suis classé 20. Alors, même s'il arrive, il est arrivé en claquette, machin, et qu'il est arrivé un quart d'heure avant. Et en fait, je me souviens très bien de l'atmosphère du tournoi. C'est que moi, c'est un tournoi que je jouais tous les ans, catégorie cadet, junior, 35, 25, tous les tableaux. Et là, en fait, dans le tableau de toute série, tout le monde s'arrête de jouer petit à petit parce qu'il voit il se passe un truc. Il voit le gamin de la Côte d'Azur qui est classé 20 qui est en train de battre le champion du monde. Et en fait, je perds 21-19 le 7 et je perds à la belle, il me semble, je perds 21-18 à la belle. Et donc, c'est aussi ça qui a lancé un peu le truc. Voilà. Je connaissais pas cette anecdote. Donc, merci Jérôme. Si vous avez d'autres questions comme ça en rapport avec ce qu'on parle ou d'autres anecdotes sur Chris, n'hésitez pas à en laisser en commentaire sur le Facebook Live. J'essaierai de vous inclure dans notre discussion. Et juste, moi j'ai vu un commentaire de Carole. Ouais, je crois qu'elle est en Amérique du Sud et voilà, elle regarde la vidéo, donc elle nous fait un bisou, on lui fait un bisou aussi. Salut Carole, et tu t'inquiètes pas, toi aussi tu vas passer. J'ai une anecdote sur elle après, s'il te plaît, on en parlera. Mais de toute façon, Carole, tu auras le droit au jeu de l'interview aussi, longue durée, quand tu reviendras en France. Carole aussi, on va pas en parler tout de suite parce qu'elle était à peine née dans la période dans laquelle on parle. Donc là, on était donc. Et donc tu bats Wang Liqin, donc on repart sur l'Open de France. Et pour la finale, tu joues Danny Heister. Donc adversaire un peu surprise. Hein. Ouais, un peu surprise, mais qui était un joueur assez solide. Alors c'était à l'époque, enfin c'était pas un Pro Tour très relevé à l'époque. Donc Danny Heister, excuse-moi, c'est le coach de Düsseldorf actuellement. Voilà pour si vous voulez remettre un peu le visage. Voilà, qui a joué longtemps donc à Fontaine-sous-Bois. À l'époque il jouait en France. Ah bon? Ouais, moi je l'avais jamais battu dans le championnat de France. C'est Stas Fontenay jamais battu. Et là je me retrouve à jouer contre lui en finale. Et à l'époque c'est vrai qu'aujourd'hui on regarde les tableaux des Pro Tours. À part les Pro Tour Challenge, tous les meilleurs jouent les Pro Tours. Là, c'était le début, je crois que c'est la première année où ça s'appelait Pro Tour, justement, où il y a eu une finale du Pro Tour. Et en 97. Ouais, il y en a peut-être une en 96. Et en fait, Danny Heister, plutôt un bon tirage. Et j'arrive à me sortir de son revers. C'est un joueur qui reculait beaucoup. Hein. Pas tant que ça, mais il avait un service déjà caché, coupé mou. Alors c'était bien plus facile pour un gaucher de le voir. Mais moi, il m'emmerdait surtout avec son revers. Il mettait zéro rythme. Et moi, j'arrivais pas à accélérer. Et quand je pivotais, il me voyait bien. Il avait l'habitude de jouer sur gaucher. On voyait leur entraînement avec Trinkokin dans toutes les compètes. Ils jouaient les yeux fermés l'un contre l'autre. Et donc sur gaucher, ils se baladaient. Et je m'en sors 21-19 au quatrième. Et c'est marrant parce que on m'a souvent reproché à la fin du match de pas t'être exprimé. Ouais, alors moi je me rappelle, j'ai les bras levés et tout, mais C'était une perf ou pas classement mondial? Non, c'était pas une perf au classement mondial. Je devais être 26 ou quand j'ai gagné, je suis monté de 19, je crois. D'accord. Donc, ouais. D'accord. Ok. Donc là, on va zapper quelques années. On va aborder les Jeux Olympiques, mais on va les aborder de manière globale à la fin des faits marquants de la carrière de Christophe. Et je vais directement alors, on va pas reparler, sinon ça va faire trop long. On va pas reparler du titre de 98. Parce qu'à l'époque, c'était quasi la routine de gagner pour les. Moi, j'y ai pas participé en plus. Voilà, on peut parler de la blessure en 97 par exemple. Ouais, bon, on y reviendra. On y reviendra après sur tes blessures et sur tes périodes un petit peu creuses de ta carrière.
Mais là, on se concentre sur ce qu'il y a de plus fast. Et donc, sur ton premier titre de champion de France individuel en 2005, la même année que Carole d'ailleurs, Carole Grunlich aussi qui avait couronné dans le simple dame. Et écoute, raconte-nous un petit peu non seulement cette compétition et ce jour qui était forcément très spécial, et aussi ta relation avec cette compétition qu'est les championnats de France, puisque si je dis pas de bêtises, 2005, c'est peut-être ta première finale, alors que tu étais dans le top 20 mondial pendant des années, et tu n'avais jamais réussi jusqu'à 2005 à te hisser jusqu'en finale. Donc est-ce que tu avais un rapport, entre guillemets, amour-haine, voire peut-être même plus haine avec cette compétition jusqu'à 2005? En fait, les championnats de France, pour moi, ça a toujours été la fête du ping. J'ai commencé en 90, mes premiers championnats de France, c'est à Poitiers. J'avais perdu Olivier Marmurec 3-0. C'est quand Philou avait perdu son titre contre Didier Maumessin en demi, et c'est Didier Maumessin qui a gagné. Et ça a toujours été, ouais, c'est vrai, cette grande fête où j'aimais passer du temps dans la salle, voilà. Et le problème, c'est que j'ai mis. Ouais, parce que rappelons-le, à l'époque, c'était vraiment ça, c'était vraiment la grand-messe du ping-pong. Il y avait les poules préliminaires qui débouchaient sur des poules qualificatives, et ensuite les grands tables. Donc il y avait 96 joueurs. Plus 128. 128 joueurs, alors que maintenant c'est 64. 128 avec, garçons, 128 filles. Avec maintenant beaucoup de jeunes. Du coup, notamment chez les filles. Alors, notamment chez les filles. Mais c'est. Faut se remettre dans le contexte, mais si moi je les ai pas joués, faut se remettre dans le contexte, c'était un contexte complètement différent. C'était vraiment énorme comme compète. Donc moi je me rappelle très bien mes premiers championnats de France à Poitiers. Il y avait une fille qui jouait à l'époque qui s'appelait Bénédicte Guillou. Voilà. Et en fait, je voulais tout le temps m'échauffer, enfin, je voulais tout le temps être dans la salle, jouer, machin. Pour moi, c'était vraiment la fête du ping, quoi. Voilà. Et en fait, 90, donc mes premiers championnats de France. 94, c'est mon premier podium à Saint-Chamond. Première finale en double avec Steph Lebrun sur Nico Châtelain et Patrick Chila. Et en fait, à Saint-Chamond, donc je bats Damien en quart pour la première fois. Et en demi, je joue Nico Châtelain. Et je mène 1-1, 15-10. C'est ma première petite opportunité, mais j'étais tout jeune. Enfin, même si j'avais fait les championnats d'Europe et qu'on était champion d'Europe, j'étais tout jeune dans ces championnats. Et en fait, c'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps à aller en finale, puisque j'ai mis 15 ans. Et pourtant, j'avais le niveau requis pour en étant dans le top 20. Mais il y avait Philou qui trustait tout. Est-ce que tu l'as beaucoup perdu, Philou? Je l'ai perdu... je crois 4 fois Philou, 5 fois Patrick en demi. D'accord. Et en fait, le truc, c'est que Patrick, j'ai eu vraiment une fois l'occasion, je mène 2-1, 15-10 une fois, je crois que c'était à Dijon. Philou, j'ai jamais eu l'occasion de gagner, hein. J'ai pris que des volets, sauf une fois, je l'ai battu et à un top 12 européen et j'ai abandonné le match d'après. On avait un peu le même système de jeu, il jouait plus vite, plus fort, il était, je pense, un peu meilleur dans la tête. Et en plus, tout le monde venait me voir après le match en me disant: tu sais pourquoi tu perds? Tu le respectes trop. Et là, ça m'énervait encore plus. Et c'était sans doute vrai, mais en tout cas, ça montait encore un peu plus. Et en fait, ces championnats de France, déjà, faut savoir que ça arrive après une période vraiment dure où j'avais été joué en Allemagne 1 an. J'étais revenu à Levallois de 2002 à 2005, mais je faisais quelques bons matchs, mais j'avais des résultats vachement en dents de scie. T'étais dans le creux de la J'étais dans le dur, vraiment, ça a duré 3 ans, c'était très très long. Et en fait, j'avais toujours rêvé d'un système un peu comme au tennis avec son coach perso et tout ça. Et j'en parle avec Steph Lebrun. Et Steph Lebrun, en début d'année, il me dit: mais Chris, le problème c'est que. Alors, Steph Lebrun, ça a été mon partenaire de champ à INSEP. Il est marié avec ma soeur jumelle. Et donc, c'est ton frère. C'est mon frère. Enfin, je veux dire, voilà, je le connais par cœur, il me connaît par cœur. Et il me dit: écoute, Chris, le problème c'est que t'as l'impression qu'il faut encore défendre un statut, voilà, t'es 87 mondial, mais tu joues 250 mondial, peut-être 300. Et il avait pas tort, je me rappelle à des compètes où je balisais quand je jouais contre un tournoi en poule contre des 25, j'avais peur. Je me rappelle d'un championnat de France où tu avais dû passer par les poules qualificatives et tu avais un peu galéré sur... Je galérais sur l'Euro et Capel, sauf une balle de match. Ouais. Ah, tu sauves une balle de match carrément? Ouais. Je l'ai rejoué cette année, j'ai gagné. On y reviendra, on reviendra un petit peu sur les périodes difficiles de l'année. Et donc, mais c'est vrai que c'est important. En fait, en début d'année, Steph me dit: écoute, le problème c'est qu'il faut que tu rejoues des compètes à un niveau moins élevé où les gens ont plaisir à te voir. Toi, tu te sens accueilli voilà, ton ego en prend. Enfin voilà, au moins, on a tous un ego démesuré quand on est sportif. Voilà, les gens vont être contents de te voir, tu vas être content d'être là, tu vas soulever la coupe à la fin parce que tu vas jouer à un niveau tellement
inférieur que normalement tu vas t'en sortir, mais il va falloir quand même t'arracher et tout. Et donc il me dit, il faut que, à mon avis, il faut que tu reprennes les indives. À l'époque, on n'était pas obligé de les faire, mais tu les reprends en N2. Et moi, au début, je lui dis, mais en N2, enfin, ça va pas, moi je veux jouer en N1. Il me dit, si tu me fais comprendre, si tu me fais confiance, il faut jouer en N2. Donc je me réinscris aux indives, je demande à la Fédé de me réintégrer en N2 et je joue les indives et tu gagnes pas. Je gagne pas, mais je joue en poule et je suis obligé de m'arracher pour battre à l'époque Pétron, David Johnson, voilà. Et je joue en quart ou en demi sur un chinois qui joue à Dijon. Qui jouait furieux, qui jouait vraiment pas mal, notamment sur la balle de rebond. Et bon, je perds, mais en tout cas, je retrouve du plaisir. Il faut savoir que j'avais fait un an de Pro Tour où j'étais quand même dans les meilleurs mondiaux, quand même dans les 100 meilleurs, voilà. Mais j'allais en Pro Tour avec un sac rempli d'affaires et je perdais tout le temps au premier tour. Et je repartais, je traversais la salle avec mon sac et je voyais les gens qui se marraient, enfin qui me disaient mais il sait plus jouer quoi. Et donc vraiment se retrouver ce plaisir, ce regard des autres bienveillants sur moi, ça m'a fait du bien. Et donc Steph est devenu mon coach perso. J'avais pris un coach physique perso qui était Franck Sabat, qui était le fils de Marcel Sabat, qui avait joué à la Trinité, qui s'occupait de mes contrats, qui était entre guillemets mon agent, mais amicalement. Et en fait, cette année se clôture par ce titre de champion de France. D'accord. Et donc pour en revenir à la compétition elle-même, comment elle s'est construite? Donc là, on est en 2005, donc tu dis que tu sors d'une période super difficile. T'es classé, tu pars combien de la compétition? Je sais plus combien je pars de la compète. Ce que je sais, c'est que, pas juste avant la compète, mais on a une réunion avec. Je jouais à Levallois à l'époque. Ça faisait 3 ans que j'avais signé à Levallois. Donc j'avais fait 7 ans, 1 an en Allemagne, je reviens, 3 ans à Levallois. Et là, c'est Jean-René Mounier qui m'annonce un matin. Il annonce à Cédric Cavestani aussi un matin, à Vincennes. On va pas vous garder la prochaine, on veut faire jouer des jeunes, Toff Bertin. Voilà, donc on vous garde pas. On était premier du championnat et on venait de battre bon et on venait de gagner la Coupe d'Europe l'année d'avant. Donc franchement sur le cul. Vraiment, nous, à l'époque, je me souviens très bien, Patrick jouait à Charleroi, on savait que Patrick voulait revenir en France. Et moi, quand il nous avait dit on veut vous voir, je pensais que le club voulait nous demander un effort financier pour aider à ce que Patrick puisse revenir. Ce à quoi j'étais complètement prêt. Et donc on m'annonce que je vais plus jouer à Levallois. Et donc je suis sur le cul, mais vraiment sur le cul. Donc je le prends forcément super mal, mais je me dis, pour aujourd'hui je le prends mal, si demain je trouve un club avec qui ça se passe très bien, peut-être que je te remercierai, mais aujourd'hui ça se passe mal, quoi. Voilà. Et donc je pars au Championnat de France avec un peu l'esprit revanchard quand même en tête et tout. Premier tour, je joue Adrien Matenet, qui à l'époque, Dédé, il joue qu'en balote, il est à 15 mètres de la table, voilà. Et finalement je galère vraiment, je suis mené 2-7-0, 9-7, 9-5, 2-2, 9-5, et je gagne 4-2. Et derrière, qui je bats? Je crois que je dois battre Armand à un moment. Et en demi, en tout cas, je joue contre Patrick, qui est, je pense, peut-être champion de France en titre. 2004, non, c'est Damien 2004. Ah, Damien qui avait gagné exact. Et en fait, je joue Patrick en demi, je gagne sur Patrick. Et en finale, je joue Damien et qui devait sans doute avoir un peu moins l'écro puisqu'il avait gagné lui aussi pour la première fois et la seule fois en 2004. Et moi, j'avais envie comme jamais. Enfin, je me disais, c'est ma chance. J'aimais plutôt bien jouer contre Damien. Et c'était délivrant. Je mets un beau petit contre-top du revers à 9-8 pour m'offrir la balle de match. Et à 18, il sert long dans le couloir, mais je pivote avant, j'arrive à la ramener et je m'en sors. C'était une bonne fin de match. Bon, par contre, c'était à Mondeville, il n'y avait personne dans la salle. J'ai gagné les championnats de France où il y avait le moins de monde dans la salle de toute l'histoire. Ah ouais? Ah ouais. Je me souviens pas qu'il y ait si peu de monde, mais ouais, c'est possible. D'accord, donc champion de France pour la première fois en 2005. J'ai vu une question qui. Ça parle beaucoup de football là, dans les commentaires. Donc, oui, on a compris, c'est un match de fou. On est en train de nous faire un match de fou, a priori, entre Lyon et l'Ajax. Tant pis, on regardera le résumé. Mais restez avec nous, hein, vous pouvez mettre le foot sans le son, on s'en fiche. Restez avec nous, ça parle de ping ici. Donc encore une fois, partagez la vidéo si vous voulez gagner le t-shirt de Christophe Legout. Partagez-la. J'ai vu une question passer, un thème dont je n'avais pas pensé, mais j'ai envie de l'aborder. C'est intéressant. C'est quelqu'un qui nous demande comment, maintenant qu'il y a prescription, est-ce que tu peux un petit peu nous donner toi ta vision de l'affaire et de l'époque Marmurek? Moi je connais pas très bien les faits, donc je vais te laisser un petit peu les présenter à peu près objectivement, au niveau chronologique, etc.
et puis tu as donné un petit peu ton impression, toi. J'aime bien ton à peu près objectivement. C'est difficile puisque tu étais directement dedans. En tout cas. Tu veux rappeler qui c'était, comment ça s'est voilà, passé ouais, voilà. Bon, Olivier Marmurek, donc. Les débuts des problèmes remontent donc, tu me corriges dès que je dis des bêtises, au milieu des années 90 à peu près, ouais. Où Olivier est environ 5 ou 6 Français. Même, alors, ouais, vas-y. Il y a vous 4. Oui, mais au début il est numéro 2 français, au tout début. D'accord. Il est numéro 2 français. Le truc, c'est que, par exemple, au championnat d'Europe à Birmingham, tout se passe pas super bien, et on sent qu'il y a un petit malaise par équipe. Il était dans l'équipe, on était 6 avec Nico Châtelain et lui, et il y a un petit malaise, voilà, mais rien d'incroyable dans la vie du groupe, mais voilà, on sent que il est peut-être pas complètement fait pour le par équipe, et on partage pas les mêmes trucs, voilà, et c'est pas de question de dire on partage pas le même délire. Il est un peu à l'écart, voilà, mais plutôt de son choix, franchement. Moi, c'est comme ça que je le ressens à l'époque. Moi, je suis jeune à l'époque, mais c'est comme ça que je le ressens. Mais il est quand même numéro 2 français sur le papier. Mais moi, c'est ce que je considère. C'est une compète par équipe. Tu mets pas forcément les meilleurs éléments. Tu mets les meilleurs éléments en simple. Et c'est ce sur quoi je pense qu'une ou deux fois, il aurait mérité sa sélection en simple et pas en par équipe. Mais sauf qu'à l'époque, on ne dissociait pas le simple et le par équipe. Donc, c'était compliqué. Donc, et c'est sans doute beaucoup pour ça qu'il demandait à avoir sa sélection par équipe, mais moi je trouvais ça normal qu'il y soit pas. Donc en fait, le problème, c'est que il a attaqué la fédération parce qu'il estimait qu'il aurait dû être sélectionné en équipe de France et qu'il n'a pas. Au début, il attaquait pas la fédération en fait. On est revenu d'une compète. Il y a eu la Coupe du Monde à Nîmes en 95 par équipe, Coupe du Monde par équipe. Et franchement, je pense que là, il aurait mérité sa sélection. Mais c'était encore une fois une compète par équipe. Et donc, à partir du moment où ils se font pas forcément dans le truc, on peut se dire, non, plutôt quelqu'un d'autre. Et alors ça, c'est pas facile à accepter quand t'es joueur, voilà. Mais le vrai problème, c'est le top 12 national à Pontoise en 95. En fait, donc c'était à l'époque un vrai top 12, pareil, 11 matchs. Et en fait, pendant un match, il fait un malaise vagal. Et donc, il est obligé d'arrêter le top 12. Voilà, donc rien d'incroyable. Sauf qu'à l'époque, la Fédé organisait une tournée équipe de France où les meilleurs joueurs étaient conviés. On faisait 5 ou 6 dates dans la semaine. Les meilleurs faisaient toutes les dates. D'autres faisaient que 2 ou 3 dates. À l'époque, il y avait même des étrangers. Jean-Mi y participait, Valner de temps en temps. Et en fait, on prenait de l'argent tous les soirs pour faire ces exhibs. Et en fait, donc, forcément, plus on jouait, plus on gagnait d'argent. Et moi, j'avais fait 2 dates et je me rappelle que Marmut devait faire 2 dates aussi. Sauf que il avait fait un malaise vagal et l'exhib, elle était 4 jours après, je crois, ou 5 jours après. Et donc la Fédé dit, tu vas pas pouvoir faire les exhibs. Et donc, Marmut, lui, il voulait absolument les faire. C'était de l'argent hyper facilement gagné. Il adorait aussi jouer en ballotte, se faire plaisir au public, machin. Et donc la Fédé lui dit, non, si tu vois pas le médecin fédéral et que le médecin fédéral donne pas son accord, tu pourras pas jouer. Et donc le médecin fédéral n'a pas donné son accord, il n'a pas pu jouer, et je crois que c'est à partir de là qu'il a attaqué la Fédé. D'accord, par rapport à ce problème des alors c'est parti de là, avec sans doute le reliquat d'avant, des matchs pareils, des compètes où il pensait qu'il aurait dû ou pu être sélectionné. Mais lui, il s'entraînait à l'INSEP à l'époque. Lui, il s'entraînait à l'INSEP à l'époque. Du coup, il y a eu, forcément, ça a dû... ça a créé des tensions et tout, c'est évident. Évident. Ouais. D'accord. Mais lui, il était un peu tout seul contre le groupe ou... Non, ils ont voulu. Mais est-ce qu'il y avait une animosité personnelle? Parce que vous, entre guillemets, il y avait. Vous n'étiez pour rien, quoi. Non, mais je crois pas. Enfin, franchement, ça fait un moment que je l'ai pas recroisé. Je l'ai recroisé il y a 2-3 ans à l'INSEP. Après, une fois, il s'est blessé contre nous, c'est tombé sur un match contre le Valois et tout. Je me rappelle, Philou avait appelé le kiné. Moi, j'ai jamais eu l'impression qu'il en voulait aux joueurs, et moi, j'ai pas l'impression que nous, joueurs, on lui en voulait. C'est juste qu'il en voulait à l'encadrement parce qu'il pensait qu'il aurait mérité ses sélections, et sur ce coup-là, sur les exhibs, il aurait voulu les jouer, quoi. D'accord. Bon, on va clôturer le chapitre Marmurek, mais c'est vrai que c'était toujours intéressant d'avoir ton avis qui a vécu cela de l'intérieur, puisque c'est une affaire dont on entend souvent parler, notamment avec les problèmes qu'a pu connaître notamment Stéphane Wesch ces derniers mois, ces dernières années. Donc voilà ton éclairage. Donc on conclut là-dessus, et on a fait un petit peu le tour, on va dire. Bon,
forcément, c'est une carrière tellement longue, on va pas s'étendre sur chacun de tes titres, sinon on se sortirait pas. Donc on va passer maintenant au moment difficile de ta carrière, puisque tu t'en as déjà parlé un petit peu par rapport à ton passage en Allemagne. Donc si je dis pas de bêtises, il y en a eu deux, vraiment deux gros. Ouais, Il y a eu ta blessure à l'épaule, en 1997, c'est ça? Bah ouais, on va d'abord parler de celle-là. Vas-y, explique-nous comment ça s'est passé. En fait, je crois que le 7 décembre, je gagne les internationaux de France. Le 9 décembre, on a un match de Ligue européenne contre l'Allemagne. À l'époque, je me rappelle, Bibi me disait, donc il m'avait coaché à Lyon, faut que tu en gardes sur la pédale. Moi, je voulais tout le temps m'entraîner. Il me dit non, repose-toi. Voilà, une séance par jour, ça suffit. Tu joues très bien en ce moment. Match de Ligue européenne, je bats Roscoff et je dirais France, mais je suis même plus sûr. Enfin voilà, donc je fais deux jours après, voilà. Et 3 jours après, on a demi-finale de Champions League, Coupe d'Europe des clubs champions contre Oxenhausen à Levallois. Et donc nous, on joue avec Philou, Patrick et moi contre Mawenge, Dimitri Mazunov et Florea. Vas-y. Un super serveur gaucher qui m'a mis la misère par équipe au championnat du monde à Göteborg en 93. Et donc, mon premier match de la soirée, je joue contre Dimitri Mazunov. Il y a un échange en top sur top. Je suis mené 20-16 le premier, je le gagne, je crois, ou à mon sur le deuxième. Enfin, en tout cas, il y a un échange à un moment en top sur top à 13 ans, je crois, à la belle. Et en fait, sa balle touche le filet, accroche le filet, donc je plonge pour essayer de l'avoir. Et en plongeant, je m'aperçois que si je protège pas ma raquette, elle va s'écraser par terre. Et ça m'est déjà arrivé une fois en tournoi comme ça. Et je vais péter ma raquette. Et donc ça m'emmerde. Et donc au dernier moment, je lève l'épaule pour protéger ma raquette. Et en fait, je m'écrase l'épaule par terre. Et franchement, je sens qu'il y a un problème, quoi. Voilà. J'arrive à finir le match quand même. Parce que c'est chaud et tout ça. Il y a le kiné de l'équipe de France qui est dans la salle. Je lui demande de venir dans le vestiaire. Il me manipule un peu. Il dit ouais, je pense qu'il voit qu'il y a un problème, mais c'est chaud. Voilà. J'essaye de rester chaud. Je joue Mawenge après. Je gagne contre Mawenge, qui était à l'époque un des meilleurs performeurs du championnat allemand. Et Patrick joue le dernier match sur Florea et le perd. Et donc on se qualifie pas pour la finale. Et en fait, 5 jours après, je dois partir à la finale du Pro Tour à Hong Kong. Et en attendant, je fais vachement d'électro-steam pour essayer de me muscler l'épaule, pour voir si ça me fait du bien. Et en fait, je m'aperçois qu'il y a un problème. Et en partant à Hong Kong, je me rappelle, je suis... à l'époque, c'était les cabines téléphoniques. Mais à la cabine téléphonique, j'appelle ma femme et je lui dis je pars, mais je pense que j'ai un gros problème à l'épaule. Et en fait, je vais là-bas, je joue Kim Taek-soo au premier tour que j'adorais jouer et je peux pas lever le bras une seule seconde, donc je perds et je rentre et je me fais opérer le 6 janvier. Donc là, non, 6 janvier 98. Ouais. Donc tu es opéré de l'épaule, en fait c'était quoi le diagnostic? Bourrelet glénoïdien complètement éclaté. Voilà, donc, pour les kinés qui nous regardent. Réinsertion du bourrelet glénoïdien. Ça vous parlera. Et donc du coup, tu es immobilisé, tu es éloigné des tables combien de temps? 5 mois. 5 mois sans jouer. Donc c'est la première fois que ça t'arrive. Alors ça m'était arrivé, je m'étais pété le genou au ski à un stage à Combloux en 91. J'avais été 1 mois à l'arrêt pour une arthroscopie du ménisque. Pas complètement après, puisque j'avais pu rejouer après, voilà. Et en fait, je m'étais refait mal un jour à l'entraînement, j'arrivais plus à tendre la jambe, donc j'avais été à l'hosto et il m'avait gardé pour m'opérer. Et par contre, j'avais dû arrêter 2 mois, c'était pendant la préparation pour Barcelone que j'avais pas pu faire. C'était à Metz et j'avais pas pu puisque mon genou n'arrêtait pas de gonfler et il avait fallu que je me repose. Mais c'est vraiment là 5 mois et en fait, comme un petit bourrin que j'étais à l'époque, rééducation. Et puis rééducation, on me tire sur le bras, j'ai super mal, mais je dis pas que j'ai mal parce que j'ai envie d'en faire plus pour revenir plus vite. Et donc je développe une capsulite, une inflammation de la capsule. Et donc quand je reprends, j'ai encore mal à l'épaule finalement, mais j'ai tellement envie de reprendre que je reprends en serrant les dents. Et le problème c'est que depuis, au lieu de te spinner comme ça, je te spine avec l'épaule comme ça, quoi. Et depuis, j'ai plus la même technique. D'accord, voilà. Ça c'est vraiment incroyable. T'as carrément changé ta technique Alors en revers par contre c'est toujours comme ça. T'as toujours été comme ça. D'accord. Ouais, c'est intéressant, je connaissais pas le coup de la technique. Ok. Donc là c'est le premier coup dur. Et comment t'as
Mais t'as quand même réussi parce que y a un de nos spectateurs qui nous dit en 99 t'es quand même 14 mondial, donc c'est un an après, donc t'es revenu à ton top entre peu de temps en finale. Mais en fait, juste après, je me rentraîne, ça va. Alors j'ai la douleur, mais j'apprends à vivre avec. Et en fait, pour un tournoi de reprise, et juste avant de passer des vacances, je décide d'aller jouer l'US Open, le tournoi aux États-Unis, à Houston. Et en fait, Le fameux sur Jean-Mi. voilà. Et en fait, normalement le tableau est pas trop dense, sauf que là, huitième de finale, je joue un Américain qui est une asperge de 2 mètres, Jimmy Butler. Qui a un service hyper chiant que je gagne 3-1. En quart, je joue quand même Liu Song. Voilà. En demi, je bats Peter Franz. Donc c'était mon tournoi de reprise, quoi. Même si j'étais 20 mondial. Voilà. Et en finale, Jean-Michel Sèvres avec. Je mène 2-1. La fin de set de 20-20 à 23-22, incroyable. J'ai une balle haute qui est inloupable. Je vous invite d'ailleurs à regarder, à fouiller sur YouTube ou dans les archives concernant Christophe. Il faut absolument voir cette balle de match qui a été sauvée par Jean-Michel Sèvres. Donc au US Open 98, finale Legout Sèvres. Et voilà, la balle de match est absolument folle. C'est une des. Ah, il y a Michael Maz aussi qui a sauvé des belles. Mais une des balles de match les plus folles que j'ai jamais vues de ma vie. Voilà, donc regardez, je vous invite à regarder. Et donc, dès 98, dès ta reprise, en fait, tu reviens, t'es directement super performant. Quoi. Ouais, en fait. Et comment t'expliques ça? Parce que quand même, c'est pareil, 5 mois d'arrêt. Tu t'es entretenu physiquement, bien sûr, t'as dû courir comme un bœuf. Alors courir, au début, je pouvais pas. T'es 3 semaines immobilisé comme ça jour et nuit, avec le bras comme ça en écharpe, et 3 semaines que la nuit. Donc, pas que pour jouer, c'est chiant, pour tout, c'est chiant. Et en fait, oui, dès que j'ai pu, j'ai recouru. Encore une fois, mon rêve c'était d'être numéro 1, donc j'y croyais encore. Et puis, je me suis réentraîné, j'ai refait du panier de service, voilà, et puis. D'accord, ok.